dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. La guerre de l'eau à Cochabamba, Bolivie. Communiqué de la Coordination pour la défense de l'eau et de la vie, février 2000. Nous pénétrons sur la place centrale après 2 jours de bataille, en jubilant, pour dire que Cochabamba ne se rend pas, que l'eau n'est pas à vendre, pour récupérer la parole et la démocratie et pour montrer que concernant l'eau, c'est nous qui décidons. Nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à ce que nous disent les ministres, les entreprises et les institutions financières internationales. Avril 2000. Une multinationale américaine, Bechtel, quitte la Bolivie, la queue entre les jambes, et abandonne un contrat juteux, défaite par une révolte populaire. Le David bolivien a vaincu le Goliath capitaliste, avec les moyens du bord, grève, blocage, affrontements, fronde et cocktail Molotov. Cas quasi unique de rébellion populaire réussie contre une multinationale. Et première convulsion rebelle d'une Bolivie qui allait 1 an plus tard s'affirmer définitivement hostile à toute néolibéralisation rampante. Le terrain avait été bien préparé comme d'habitude. Rien ne semblait pouvoir enrayer la splendide mécanique en marche, l'avancée néolibérale et sa rhétorique bien huilée. Du gâteau pour entreprises avides, de nouveaux terrains d'expansion. La Banque mondiale avait été la première à dégainer, en 1999, s'étonnant dans un rapport que le secteur de l'eau en Bolivie ne soit pas privatisé. Depuis 1985, des multinationales s'emparaient méthodiquement des ressources naturelles boliviennes, hydrocarbures, minerais, et il ne restait plus que le marché de l'eau à ouvrir aux capitaux étrangers. Le FMI, jamais en manque de bons conseils, le disait aussi, recommandant de modifier au plus vite le manque d'ouverture du marché de l'eau. Très vite, devant tant de bonne volonté internationale, le gouvernement de l'ancien dictateur Hugo Banzer a accepté le principe de la mise en vente du secteur de l'eau bolivien, en particulier à Cochabamba, 3e ville de Bolivie et notoirement sous-équipée en la matière. L'heureux bénéficiaire du contrat, Agua del Turani, filiale du géant américain Bechtel, pouvait se frotter les mains. Les sommes en jeu étaient énormes. Très vite aussi, le gouvernement Banzer a mitonné une loi aux petits oignons pour cette privatisation. La loi 2029, comportant de nombreuses clauses confidentielles et offrant à Bechtel un boulevard pour gérer à sa manière le secteur de l'eau dans la ville et ses environs, au détriment de l'ancienne organisation publique et communautaire, la CEMAPA. Jusque-là, tout se passait pour le mieux pour Bechtel. La pilule semblait avalée, même si quelques illuminés, plutôt isolés, avaient décidé de créer une association pour s'opposer à la privatisation. La Coordination de défense de l'eau et de la vie. Entre décembre 1999 et janvier 2000, la nouvelle facturation de l'eau a été mise en place, avec des hausses de prix pouvant atteindre les 300%. Pour les populations très pauvres de Cochabamba, première cible de ces hausses draconiennes, la chose valait quasiment déclaration de guerre. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. En janvier et février, 2 premières grèves ont agité la ville, avec une participation croissante des citoyens. Autour de la coordination de défense de l'eau et de la vie, sont venus se greffer les syndicats, les associations de citoyens, les anciennes structures communautaires endormies, et surtout l'ensemble d'une population soudainement en ébullition. Les combats de rue sont intensifiés et la grogne populaire s'est traduite par une véritable prise de la ville, notamment de la symbolique place du 14 septembre, centre névralgique de la lutte. Dans le même temps, l'enjeu a évolué. Ce n'était plus seulement le prix de l'eau qui était en jeu, mais l'ensemble du système néolibéral. Son fonctionnement occulte au détriment des plus pauvres. Comme l'affirmait la coordination à la tête de la révolte dans un communiqué le 28 janvier 2000, il n'était plus question de faire confiance aux institutions financières internationales. Le gouvernement bolivien préfère se conformer à ce que lui dit la Banque mondiale, plutôt que de prendre en considération ce que la population considère comme adapté à ses besoins. C'est ça le problème de fond. Qui décide concernant le présent et la destinée de la population, les ressources, le travail,
les conditions de vie. Nous, au sujet de l'eau, nous voulons décider par nous-mêmes, et ceci, nous l'appelons démocratie. Les événements se sont alors enchaînés. Maîtres de la ville, les révoltés se sont organisés en dehors de toute structure officielle, ont réinventé l'insurrection, propageant leurs idées. Dans les campagnes environnantes, les campesinos bloquaient les routes en les recouvrant de pierres et en bombardant depuis les hauteurs les militaires venus dégager le passage, technique qui sera réutilisée fréquemment dans les luttes sociales à venir. La loi martiale décrétée par le gouvernement, l'envoi de renforts, la répression très violente n'y changèrent rien. Les grévistes ont tenu bon, avec un seul mot d'ordre, résister jusqu'à la révision de la loi 2029 et la défaite de Bechtel. La mort d'un adolescent sur les barricades n'a fait que renforcer la détermination des manifestants. Entre le 4 et le 9 avril 2000, journée décisive, les révoltés ont refoulé des forces de l'ordre de moins en moins motivées par l'idée d'aller au casse-pipe. Face à une ville en état de guerre sociale, surmobilisée, le gouvernement a fini par abdiquer. Le 11 avril, la loi a été révoquée par le Parlement et Bechtel et sa filiale Agua de Turani exclus de la gestion de l'eau à Cochabamba. Outre l'idée que les multinationales ne sont finalement pas invincibles, les insurgés de Cochabamba ont surtout prouvé que les vieux modèles de contestation étaient obsolètes. Pour vaincre, ils sont restés loin de toute hiérarchie fixe, de tout ralliement à un parti ou à un syndicat fixe. Dans cette révolte spontanée, populaire, les insurgés ont su rester loin de toute récupération et de toute compromission, mordre et tenir, en quelque sorte, avec une détermination qui semble bien étrangère à nos pauvrettes protestations occidentales. Et si l'après-guerre fut plutôt tristouné, la CEMAPA ne brillant pas vraiment dans la gestion de l'eau, ce qui est à retenir est ailleurs, dans les vacillations et la défaite d'une multinationale face à la grogne de citoyens convaincus de leur droit à la parole, surtout lorsqu'il s'agit de ressources naturelles. La terre n'est pas à vendre, voilà tout, ce que décrit Martin Sivac dans sa biographie de Morales. Pour la première fois, un collectif qui combinait la pratique d'assemblée et la lutte de rue
faisait échouer capitalisme et privatisation. Ainsi s'installa un thème qui allait dominer l'actualité bolivienne dans les années à venir, la récupération des ressources naturelles dans un pays où cette mémoire du pillage de ces mêmes ressources reste si vivace. La guerre de l'eau a surtout annoncé les révoltes à venir, celles qui allaient finir par mener au pouvoir le premier président indigène de Bolivie. En avril 2008, Morales déclarait au siège de l'ONU « Notre mère la terre n'est pas une marchandise, ce n'est pas une chose qu'on achète et qu'on vend », proposant dans la foulée l'instauration d'une convention internationale pour protéger les ressources en eau et empêcher leur privatisation par quelques-uns. La bataille finale pour l'eau est sur le point de se conclure. Maintenant se présente une série de nouvelles batailles, cette fois-ci pour la vie. Communiqué de la Coordination de défense de l'eau et de la vie, avril 2000.